Bonsoir, merci à toutes et à tous d'avoir bravé la canicule et de nous avoir rejoints dans ces locaux historiques du Bon Coin qu'on remercie pour leur accueil. On inaugure un nouveau format, un after work. Et pour cette première édition, on va parler d'un sujet passionnant, la publicité et le gaming, avec un tour de table avec pas mal de speakers. On va peut-être pouvoir montrer les slides du programme de cette after work assez chargé. Dans quelques instants, nous aurons Adrien Lepage et Guillaume Monteau qui vont vous parler du livre blanc qui a été produit par le groupe de travail. Ensuite, j'aurai le plaisir d'animer deux tables rondes, une table ronde plutôt orientée agence et annonceurs et une seconde table ronde consacrée plutôt à l'audience et aux publishers. Et on terminera en beauté avec une conversation avec Bruno Vicaire qui nous parlera notamment de e-sport. On va démarrer tout de suite par un petit mot d'accueil du directeur général de l'Alliance Digitale, Arthur Millet. Bonsoir, on peut l'applaudir. Bonsoir Arthur, comment ça va? Chaudement. Chaudement. Alors on s'est vu il y a à peine quelques semaines, c'était en juillet pour parler de retail média et c'est déjà la rentrée pour l'Alliance Digitale avec une rentrée déjà bien chargée. Vous n'avez pas pris de vacances en fait? Si, bien sûr. Bien sûr qu'on prend des vacances. Mais une rentrée bien chargée en tout cas pour l'association. Oui, tout à fait, pardon, excusez-moi, je suis toujours en vacances visiblement. Donc, non, je pense que c'est la chaleur aussi. Oui, très très chargé. On commence donc par cet événement autour du e-gaming, et puis dans quelques semaines, on aura un autre événement autour de notre baromètre programmatique. Je vois que Philippe est là, je le salue puisque c'est un des leads sur ce projet. On aura Victoire Aide-moi. Ah oui, alors ça c'est important. Oui, alors ça c'est pas tout à fait pour le mois de septembre, mais en effet, vous avez tous bien noté dans votre tablette. Normalement, c'est fait. Le 30 novembre, il y a le forum d'Alliance Digitale. Et peut-être un événement sur l'audio aussi, je crois, entre-temps, non? Alors oui, après ça c'est les publications. On a pas mal de publications. On a une publication sur le panorama de l'audio qui est remis au jour. On aura une publication sur le référentiel de la mesure de l'influence. Voilà, je ne veux pas dire de bêtises, je parle sous le contrôle de Victoire, notre responsable de la communication, et grâce à elle me permet de ne pas dire de bêtises, ou pas trop en tout cas. Et on aura, c'est tout en publication. Voilà, on est bon. En tout cas, on est réunis aujourd'hui pour parler de jeux vidéo et de publicité. Le gaming, c'est un sujet sérieux aujourd'hui pour les annonceurs. Alors, il faudra poser la question aux annonceurs, aux agences, mais en tout cas pour nous, c'est un sujet important parce que, nous, à l'Alliance Digitale, on traite tous les enjeux du marketing digital. On voit bien que le marketing digital et la digitalisation des médias, de tout ce qui peut permettre de faire de la publicité se digitalise. On a évidemment depuis très longtemps les médias traditionnels, mais on le voit avec des médias moins traditionnels comme l'audio digital qui ne cesse aussi de se développer. On a le DEH et le programmatique DEH sur lequel on travaille, la télévision, tout le monde en parle aussi, et puis le gaming aussi, qui devient un élément important. Voilà. Et d'autant plus, je pense, et ça c'est important de noter, c'est que notre marché est en train de changer énormément, et notamment avec la disparition des cookies tiers, qui va quand même pas mal changer la donne, qui va structurer notre marché de façon un petit peu différente. Et il y a de fortes chances que les annonceurs cherchent de nouveaux segments digitaux pour pouvoir communiquer, toucher certaines cibles. Mais tout ça, évidemment, nos spécialistes et nos experts du e-gaming vous expliqueront ça beaucoup mieux que moi. En tout cas, un secteur qui aura besoin évidemment d'harmonisation, de standardisation, un secteur qui aura besoin de l'Alliance Digitale. Alors, je pense qu'on n'est pas encore au niveau de la standardisation, de l'harmonisation, mais en tout cas, on est surtout là dans un rôle de promotion, et notamment auprès du marché, donc auprès des agences, mais aussi des marques, pour leur faire comprendre que ce nouveau secteur existe. Évidemment, certainement, à un moment donné, se posera la question qui se pose toujours, celle de la mesure, et c'est vrai que notre rôle, et on le voit sur la plupart de nos groupes de travail, c'est en effet d'harmoniser dans un premier temps et de standardiser. C'est pas forcément un gros mot, c'est important, ça permet de structurer les marchés et ça leur permet de se développer et de se déployer et donc de générer beaucoup plus de business.
En tout cas, des sujets du marketing digital qui seront abordés lors du forum. On a déjà donné la date, le 30 novembre. Est-ce qu'on a déjà le thème? Est-ce qu'on peut donner quelques indications? Oui, on peut donner quelques oui, alors bon, déjà, on peut dire que ce sera au même lieu dans le même lieu que l'année dernière, en 28 avenue Georges V, avec à peu près le même concept, c'est-à-dire une salle de plénière avec quelques tables rondes et beaucoup de têtes d'affiche cette année. Et puis, voilà, des ateliers et aussi des masterclass qui seront animés par des experts sur des sujets très précis, voilà, pour 10 à 15 personnes qui voudraient en savoir un peu plus sur la mesure coûtillaise, par exemple, ou ce genre d'enjeu. Voilà. Et après, sur les thèmes, évidemment, on va parler un peu d'IA, on va parler un peu de diversité, on va parler un peu de climat, sustainability, on va parler un petit peu voilà, des enjeux de la data, on va parler un petit peu, voilà, tous ces sujets, on essaye d'avoir des sujets qui ouvrent un petit peu, qui nous font réfléchir en fin d'année pour bien démarrer l'année 2024. Rendez-vous en tout cas le 30 novembre, on peut déjà l'ajouter à son agenda. Oui, tout à fait, il faut, c'est important. De toute façon, vous allez recevoir tellement de mails sur le sujet, c'est pas de ma faute, c'est Victoire. Donc, très bien, merci Arthur. Et n'hésitez pas à vous inscrire et à l'applaudir. Alors, on est réunis effectivement pour parler de gaming et de publicité. Je vais demander à Adrien Lepage et Guillaume Monteau de nous rejoindre sur scène. Adrien, et on peut les applaudir aussi. Adrien, Chief Solutions and Innovation Officer chez Mindshare, et Guillaume Monteau, CEO et co-founder de Gatsby, mais qui sont surtout les co-leads, les pilotes de ce groupe de travail autour du gaming. Guillaume, un groupe de travail qui n'a pas chômé ces derniers mois. Je crois que vous avez une forte activité, et notamment aujourd'hui la publication de la deuxième partie, je crois, d'un guide. Absolument. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présent. Merci aussi à Alliance Digitale de nous permettre de mettre à l'honneur la publicité et le monde du jeu vidéo. Donc moi, je suis Guillaume Monteau, effectivement, le dirigeant de la société Gatsby. Gatsby, c'est Ads dans le game. Donc on est une régie publicitaire spécialisée dans les jeux vidéo. Alors, peut-être en introduction, dire que les marques, il faut quand même l'avouer, ont toujours un peu boudé le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo a été considéré jusqu'à encore très récemment comme un média un peu particulier, voire un peu cheap. Voilà. Associé à une population qui est elle aussi très particulière, souvent assimilée au boutonneux qui joue chez lui à minuit dans sa chambre, et les opérations que les marques pouvaient faire, et encore uniquement les très grandes marques, étaient faites uniquement avec des très grands studios et prenaient du temps, étaient compliqués, ces développements, etc. Alors, le débit, les smartphones, les outils de dev, les moteurs de rendu, aujourd'hui l'IA, les microprocesseurs, l'autonomie de ces microprocesseurs ont fait que tout ça, évidemment, a changé. On a tous aujourd'hui un mobile dans notre poche ou dans notre main, pour certains d'entre vous là en ce moment. Et en fait, ces mobiles se sont transformés en consoles de jeux. Et du coup, on est tous devenus, ou presque tous, devenus des joueurs. Et même des joueurs de jeux de plus en plus jolis, donc de moins en moins de cheap, de plus en plus complets et surtout de plus en plus variés, de telle sorte à ce que toutes les populations aujourd'hui peuvent jouer à des jeux, j'ai envie de dire, de qualité, que ce soit les seniors, les jeunes, les moins jeunes, les femmes. Il y a absolument des jeux absolument pour tout le monde. Donc le paradigme du jeu un peu cheap a totalement changé, j'ai envie de dire, ces dernières années. Et les publicitaires et les marques ne sont jamais trompées sur là où était leur audience. Et elles commencent effectivement à s'en apercevoir. Et la bonne nouvelle pour elles, c'est qu'aujourd'hui, 92% des jeux mobiles, notamment des jeux qui sont disponibles sur l'App Store et sur le Google Play Store, sont des jeux free-to-play, c'est-à-dire qui sont exclusivement monétisés par la publicité. Donc les éditeurs sont très friands, entre guillemets, de la publicité et de la publicité, si possible, de qualité pour des jeux effectivement de qualité. L'autre bonne nouvelle, c'est que l'attention dans le jeu vidéo, elle est naturelle. Quand je regarde la télé, je peux parler à ma femme ou à qui que ce soit ou faire autre chose. Quand je joue un jeu, je joue un jeu. Pareil sur la mémorisation, il y a une étude très, très intéressante de chez Lumen qui vient de montrer que le jeu vidéo est le média le plus apte
à la mémorisation de tous les médias, y compris de la télé. Je finirai en disant que 70% du temps, ça c'est une étude Reuters des États-Unis, des gens, de chacun d'entre nous sur son mobile, c'est soit du réseau social, soit du jeu vidéo, 70% du temps. Donc voilà, les marques se sont emparées des réseaux sociaux, elles sont en train de s'emparer des jeux vidéo. Mais tous ces changements, entre guillemets, nous ont amené à créer avec Adrien ce groupe de travail il y a 1 an et demi pour justement aider ces marques à le faire et le faire correctement et dans de bonnes conditions. Alors on voulait, au nom d'Alliance Digitale, et évidemment de mon ami Adrien, remercier tous les contributeurs de ce groupe de travail, parce que comme tu l'as dit Jérôme, en vrai on a vraiment beaucoup travaillé, et je remercie aussi Clara qui nous a tout relu, tout bien mis en bon français, et tout restructuré, tout ordonné, tout ce que chacun d'entre nous avait écrit. Vous voyez, il y a énormément de sociétés, énormément de personnes qui ont contribué, et les débats, franchement, ils étaient vraiment top. Donc, merci et merci beaucoup. Quelle a été la question centrale de ce groupe de travail? Comment est-ce qu'on peut aider les marques à aller dans les jeux vidéo? Alors là, on a été très pragmatique. On a sorti 3 choses. La première des choses, si tu veux bien, Victor, aller au slide suivant, c'est ce qu'on a appelé l'écosystème de la publicité et du gaming. Dans cet écosystème, dans cette, on va dire, infographie, on a recensé tous les formats vidéo, on a recensé tous les acteurs du jeu vidéo, et on a fait un match entre les types de joueurs et les types de jeux, en s'appuyant d'ailleurs sur une étude qu'avait fait Dentsu auprès d'un panel assez représentatif, et on a tout compilé ça sur une seule infographie qui est assez complète, et on a structuré ça et organisé ça avec Adrien de la manière suivante. On a dissocié les publicités qui étaient à la vente pendant le temps de jeu des joueurs et à la vente hors du temps de jeu des joueurs. Donc, pour simplifier, c'est pas les mêmes formats, c'est pas les mêmes manières d'acheter, c'est pas les mêmes acteurs, donc on a vraiment différencié ça. Les Américains, eux, ils ont fait un truc un peu différent et qui du coup un peu moins facile à comprendre. Ils ont fait in the game, away from the game and around from the game. Bon, je vous laisse éventuellement là. Hors du temps de jeu, pendant le temps de jeu, je vous assure, c'est beaucoup plus simple et ça couvre 100% du spectre. Donc ça, c'est le premier livrable. Le second livrable qu'on a fait, c'est un glossaire. Et encore une fois, je vous invite à viser, là, si vous y arrivez avec votre truc, pour télécharger à la fois le premier et le second livrable. Donc le glossaire, bon, voilà, on a référencé tous les termes, j'ai envie de dire, de la publicité et du jeu vidéo. Et là, je vous invite à aller le télécharger. Donc vous allez savoir ce que c'est qu'un lootbox, qu'un advergame, etc., etc. Non, mais t'avais une vanne, je sais plus laquelle. Ouais, ok, d'accord. Le troisième livrable, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est ce livre blanc. Beaucoup de travail sur ce livre blanc, et vous allez voir, il est très très complet et pas encore exhaustif évidemment, mais c'est déjà une bonne première version. Et là, on veut vraiment en faire un outil de référence pour tous les annonceurs, parce que dedans, on y met tous les modes opératoires d'achat, on y adresse tous les sujets, y compris de la vente safety, et on sait que pour les marques, c'est extrêmement important, notamment avec les contenus sensibles. On parle aussi de user-generated content, qui est un vrai sujet aussi dans le jeu vidéo. On y parle des possibilités de ciblage, on y parle des KPI, et évidemment, tout ça avec les cas d'usage. Alors, je crois que l'Alliance Digitale avait feuilletonné un peu le truc, hein, c'est un peu comme Fillon et le canard enchaîné. Bon, il faudrait que c'est le même succès, j'ai envie de dire au moins journalistiquement. Je ne me place pas du tout sur le côté politique, mais il y a eu la première partie du livre fin juin, et aujourd'hui, je crois, Victoire, déjà là aujourd'hui, c'est magnifique. Hein, donc, voilà. Et donc voilà ce qu'on a fait entre guillemets, c'est pendant tout ce temps que tu as parlé. Je veux juste conclure en disant que c'est un vrai sujet qui explose aux US, ça explose grave de chez grave. Et juste, moi, je peux juste dire que nous, notre chiffre d'affaires chez Gatsby, entre 2023 et 2022, il est multiplié par 12. Voilà. Donc, ça vous montre quand même à quelle vitesse le marché va. Donc, vous êtes dans la bonne salle. Merci Guillaume, moi je suis Adrien. Du coup, là, Guillaume, il vient de parler de ce qu'on a fait dans le groupe de travail pendant justement 1 an et demi. Je vais vous parler rapidement de ce qu'on va faire et de ce qu'on aimerait faire pendant les 12-18 prochains mois.
et vous êtes tous les bienvenus pour collaborer, contribuer. Évidemment, il y a un travail de mise à jour, et ça, on l'a dit, on le redit, ce qu'on a fait, le travail de lexique, le travail de panorama, donc panorama de l'écosystème, et le livre blanc. On a arrêté le temps parce qu'à un moment, il fallait bien le faire, il fallait sortir, mais c'est quelque chose qu'on veut dynamique. Voilà, c'est un marché très dynamique, tu viens de le dire, donc il y a chaque jour des nouveaux players, des nouveaux savoir-faire, des nouvelles audiences, des nouveaux chiffres, des nouvelles métriques, des nouvelles manières de mesurer la performance dans le jeu vidéo et la publicité. Donc ça change tout le temps, donc on va mettre à jour. Donc le travail de mise à jour, vous êtes les bienvenus, mais il y aura une mise à jour du lexique, mise à jour du panorama et du livre blanc. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième événement qu'on va faire, c'est qu'on aimerait faire des visites. On aimerait que ce soit plus concret pour les annonceurs, pour aussi les agences. Moi, je travaille en agence média, mais aller faire les visites. Le gaming, c'est une industrie qu'on appelle une industrie créative. Ben, en fait, il faut comprendre, il faut rentrer dedans, il faut visiter, il faut passer du temps avec les gens qui créent des jeux vidéo, qui les inventent, qui les dessinent, qui les imaginent, qui les codent pour bien les comprendre. Donc, c'est très important. Ça fait partie des choses qu'on va faire cette année. Et la troisième chose, ce sera une étude propriétaire et on profite justement de cet afterwork pour en parler, pour vous dire, vous êtes les bienvenus pour contribuer. On aimerait avoir une étude propriétaire, qualitative, quantitative, on ne sait pas encore sous quelle forme, mais quelque chose qui, entre guillemets, appartienne à l'Alliance digitale pour ensuite faire référence. J'espère que vous lirez ce livre blanc, même si je sais que vous le parcourez en vrai. On a fait des infographies pour ceux qui ne veulent pas le lire en vrai, mais si vous le lirez vraiment, il y a plein de chiffres à l'intérieur et on a quelques slides, non? Je dis non, on a pas aussi. Alors, sur la partie d'après, on détaille juste les deux volets, mais c'est ça. Il y aura l'étude propriétaire et vous êtes les bienvenus pour contribuer. Et après, on lâchera le micro, on coupe en deux avec Guillaume. Guillaume va reparler de ce qu'il y a dans In the Game. Ouais, la première partie du livre blanc, qui est Level 1. On a vraiment tout fait. Tu faisais référence aux infographies. Les infographies sont coloriables. Donc, téléchargez vraiment le livre blanc. Voilà, vous ne perdrez pas votre temps sur aucun des points. Alors, bon, c'était une petite blague. Voilà. Donc, comment activer une campagne publicitaire? Donc, ça, c'est toute la première partie. C'est très important. Et vous verrez effectivement que dans cette première partie, non seulement il y a cette taxonomie à la fois des jeux, à la fois des joueurs pour parler du ciblage, mais aussi on démontre très rigoureusement qu'aujourd'hui, on peut acheter dans le gaming en gré à gré, en programmatique, avec les mêmes capacités de ciblage que sur le web, exactement les mêmes capacités de ciblage que sur le web. Il n'y a rien qu'on puisse faire sur le web qu'on ne puisse pas faire dans le jeu vidéo. Avec l'avantage du jeu vidéo, c'est qu'il n'y a pas d'adblocker, il n'y a pas de notion de cookie. Donc ça, c'est quand même très important. Je vous invite effectivement à aller aussi dans cette première partie du livre blanc pour ces raisons-là, parce que c'est quand même une partie qui est très importante. Et l'autre partie qui, à mon avis, est aussi importante, c'est que les KPI, donc les mesures, entre guillemets, de succès d'une campagne, dans les jeux vidéo, sont rigoureusement les mêmes et comparables avec celles du web. On a le CTR, on a le Video Completion Rate, on a la visibilité, on a le nombre d'impressions évidemment, on a l'ensemble des KPI qu'on peut avoir aussi sur le web. Et donc, quand on a des campagnes multimédia, on peut voir l'efficacité de chaque média. Et chaque fois qu'on a fait cette comparaison, le gaming est toujours allé largement au-dessus du web. Donc, s'il y a des marques qui sont là aujourd'hui, vraiment, je vous encourage à essayer et à vérifier ce qu'on vous dit. Vous allez voir le VCR, vous allez voir la visibilité constante dans le jeu vidéo. C'est vraiment très impressionnant. Et tout ça, on le détaille dans la première partie du jeu vidéo sur les formats dans les jeux vidéo. Et la bande safety dans les KPI que tu as rajouté. Et donc sur la deuxième partie du livre blanc, qu'on révèle donc aujourd'hui, Level 2, c'est tout ce qui se passe autour du temps de jeu, autour du fameux gameplay. Et là, il se passe plein de choses. Le premier, c'est que le gaming, en fait, c'est social. C'est très social puisque c'est énormément de connexions, c'est énormément d'interactions. Donc, on parle, les agences médias, les annonceurs, énormément des plateformes sociales. On investit énormément d'argent dans les plateformes sociales. N'oubliez pas que le gaming, c'est ça, c'est énormément de communication, énormément d'échanges, énormément d'interactions. Et même si, comme Guillaume le disait, quand on est en train de jouer, on est très concentré, etc. Ben voilà, il y a Discord en même temps, on a des casques, on parle, on échange, on fait des blagues, on connecte, on rencontre du monde. Et évidemment, toutes les autres évolutions qu'il y a autour de l'e-sport, du gaming, des stades remplis, etc. Tout ça, on ne peut pas faire plus social que ça. Donc, le gaming n'a jamais été autant social. Et tout ce qui se passe autour, c'est ça. C'est des temps de jeu
autour du gameplay qui sont super importantes et qui sont super intéressantes pour les marques. Et quelque chose qui nous plaît beaucoup dans le gaming autour de tout ça, c'est que historiquement, il y a une presse qui est très très forte autour de la presse spécialisée sur le gaming, qui a su énormément évoluer avec des podcasts, avec des blogs avant, avec des Discord, avec ce que vous voulez. Mais tout ça, c'est très vivant, c'est très dynamique et c'est des terrains de jeu. Si encore une fois la marque le fait avec les bons codes, avec attention et avec respect, qui peuvent fonctionner très 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 bien pour les marques. Merci voilà. Guillaume et Adrien. Le jeu vidéo, c'est un univers de passion et on sent que vous êtes passionnés par le secteur. Hein, ça se ressent. Hein. Merci à vous. Ouais, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Et on vous retrouve dans quelques minutes pour la conclusion aussi de l'Afterwork. Vous nous partagerez vos mots de conclusion. Alors, on va donner la parole aux annonceurs et aux agences pour notre première table ronde. Et j'invite Nicolas Schafter, Regional Manager France de Wavemaker, Bruno Laporte, Head of Cultural and Social Behavior chez Dentsu, et Fabrice Plazol, Chief Creative Officer chez Avasplay, à me rejoindre sur scène. Bonsoir tous les trois. Bonsoir messieurs. Merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir. Alors installez-vous comme vous voulez. On va commencer peut-être par un premier tour de présentation. Bruno, peut-être quelques mots, quelques dates, quelques chiffres pour parler de Dentsu et du gaming. Ouais, donc Bruno Laporte, Head of Cultural and Social Behavior chez Dentsu Creative, donc l'agence créa du groupe Dentsu que vous devez connaître. Donc, une grande agence d'origine japonaise, je crois. Exactement, qui a donc un fort ancrage et beaucoup de liens avec le jeu vidéo, forcément. Et donc, sous cet intitulé, moi, je m'intéresse à tout ce qui concerne les communautés, les usages sociaux, les usages culturels des gens. Et grâce à ça, j'ai aussi la casquette de porter l'offre Dentsu Gaming, qui est une offre multidisciplinaire, multi-expertise, avec toutes les agences du groupe Dentsu en France, mais aussi dans le monde, et qui couvre l'ensemble de ce qu'on peut faire dans le jeu vidéo et qu'on commençait à évoquer Guillaume et Adrien, de la publicité jusqu'à de la création d'expériences, au streaming, au sponsoring e-sport, etc., etc. Très bien. À votre gauche, Nicolas, je disais Regional Manager France de Wavemaker. Je vais te corriger, Jérôme, je ne suis pas Regional Manager France. Ah, pardon, désolé. Je suis Digital Platform Stratégiste chez Wavemaker, une agence média qui appartient à GroupM. Et je suis un peu la porte d'entrée pour les annonceurs lorsqu'il y a un besoin d'évangéliser un peu le gaming et la publicité dans le gaming. Je m'appuie avec notre agence Studio M qui elle, va reprendre le lead lorsqu'on a une occasion de transformer l'essai. Merci. Et Fabrice Plazol, Chief Creative Officer, ça va, je ne me suis pas trompé. Chez Avasplay, c'est directeur de la création. Directeur de la création chez Avasplay, qui est également une agence française. Qui est une agence française dans un groupe français, mais qui travaille avec... Breton, je me dirais certains. Il paraît. Donc non, moi je m'occupe de piloter la création d'Avasplay, qui est une agence qui a un peu plus d'1 an maintenant, qui est la réunion de 3 agences au sein du groupe Avas, qui était Avasport Entertainment, qui avait cette historique gaming, Socialize Paris sur la partie social media et Native sur les OPS Content Media. On a fusionné tout ce beau monde pour faire une agence de 150 personnes maintenant il y a 1 an. Et on est au sein d'un réseau Avasplay qui est né il y a quelques mois, lui, qui est présent dans plus d'une quinzaine de pays maintenant. Et on a la chance à Paris d'être le pôle d'expertise gaming pour tout le réseau. Donc, on travaille avec toutes les agences du groupe et du réseau Avasplay. Moi, je m'occupe de la création et je travaille en binôme sur les parties gaming avec Pierre Acuna, qui est le responsable du gaming et de l'e-sport chez nous, donc qui apporte sa vision experte aux clients, marques, annonceurs, que ce soit sur des sujets créatifs ou de la négociation de droits aussi avec des ayants droit. Et moi, je dirige un studio d'une 20aine de créatifs, plus ou moins affinitaire gaming, mais c'est ça aussi qui est intéressant parce qu'on arrive à amener une vision parfois un petit peu plus mainstream dans un monde qui est très codifié et où il faut savoir rentrer. Parce que ce que tu disais autour des communautés est clé aussi. Et on mixe en fait cette expertise très core qu'a Pierre et ses équipes avec une vision créative pour arriver à faire des dispositifs qui engagent. Très bien, merci. Alors on va faire un deuxième tour, on va essayer de parler chiffres. Peut-être je vais commencer par Bruno. Le gaming, ça apparaît pas comme un sous-segment dans les gros baromètres du marché français. Du coup, on a peut-être un petit peu de mal à évaluer le poids de ce secteur dans la publicité. Est-ce que vous avez des indices, des chiffres, des ordres de grandeur à partager avec la salle pour prendre à la fois conscience du poids du secteur et de ses dynamiques de croissance? Eh bien non.
Non, en vrai, c'est vrai que quand on a préparé cette table ronde, j'ai essayé, comme tout le monde, de chercher. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres. Alors, j'ai trouvé un chiffre d'une étude de Vantage, je crois, qui parle d'un marché de 6,6 milliards de dollars sur l'in-game advertising dans le monde. Mais on n'en sait pas plus. Et en fait, je pense que le principal problème de ce sujet, et qui est aussi la force du jeu vidéo, c'est qu'en fait, on est sur un écosystème qui est tellement large et varié qu'en fait, c'est compliqué de trouver des chiffres spécifiques. Et en effet, entre l'in-game advertising sur mobile, le sponsoring e-sport, l'organisation d'événements, le streaming, la création d'expériences dans des jeux, etc., ça couvre un écosystème tellement large que c'est difficile de le chiffrer, je pense. D'accord. Nicolas, est-ce qu'on pourrait quand même partager des chiffres sur les usages? Parce que je crois que le gaming, c'est un marché très populaire, notamment en France. Il y a 7 millions de joueurs de tête. C'est ça, tout à fait. Vous avez les bons chiffres. Non, effectivement, je vais tempérer un peu ce que dit Bruno. C'est vrai qu'en termes de revenus, les chiffres sont un peu difficiles à voir et c'est un peu complexe d'isoler d'où vient quoi. Mais par contre, dans les habitudes, on voit que ça bouge. Les dernières études, elles montrent que le gaming, c'est la 3e activité multimédia quotidienne en France. C'est quand même pas rien. C'est devenu vraiment une habitude pour beaucoup de personnes. Et les chiffres sont là, puisque la dernière étude du CEL, donc le syndicat des éditeurs de logiciels ludiques, si je ne me trompe pas, a sorti du coup la dernière étude et on compte quand même plus de la moitié des Français qui jouent au moins une fois par semaine. Donc on est vraiment sur un potentiel très fort. Donc un loisir très populaire, des audiences colossales, mais on manque de chiffres pour quantifier le marché. Et on arrive un peu à savoir où est-ce qu'on peut adresser les différentes campagnes. Fabrice, chez Havas, même frustration sur les chiffres? Oui. Après, on a ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on a un niveau global. Je crois que c'est ce chiffre qui fait toujours bien quand on va voir des nouveaux clients, mais qu'un humain sur 2 est un gamer et qu'en plus le gamer est loin. C'est 3 milliards sur Terre. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Et ce que vous disiez au début sur le cliché du boutonneux, aujourd'hui, on a je crois que l'âge moyen du gamer est de 38 ans. On a plus de femmes que d'hommes qui jouent aux jeux vidéo. Enfin, c'est quand même beaucoup de gars barbus autour de cette table. Mais bon, ça. Ouais. J'étais chez le coiffeur, vous avez de la chance. Mais non, mais donc on a des chiffres qui nous permettent aussi de rentrer, de pousser la porte de certains clients et d'aller pousser un peu quelques préjugés sur le gaming, parce qu'en fait, quand on entend gaming, et je suis très à l'aise avec ça, parce que comme je disais, je viens pas du gaming, je suis un joueur justement occasionnel. On entend tout de suite League of Legends, des trucs incompréhensibles, Warcraft, ce que vous voulez. Le gaming, c'est aussi même Michu qui joue à Candy Crush sur la ligne 8 le matin, et c'est ça en fait. Et donc en fait, on peut pas. De la même manière, nous chez Havas Play Sport Entertainment, avant, on a des études propriétaires en fait, qu'on travaille sur les communautés justement, en lien avec les passions, sur le foot, sur le rugby, sur la musique. Le gaming en fait partie. Et c'est compliqué aujourd'hui de dire les gamers sont comme ça. C'est comme si je vous disais les fans de foot sont comme ça. En vrai, c'est la population globale désormais. Donc, on a plus tendance, je pense que pendant un certain temps, on a essayé de chercher qui était le gamer et on n'a pas trouvé. Le gamer, il est de plein de manières différentes. Et si on lui parle d'une seule et même manière, on va pas y arriver. Et je pense qu'on va plutôt se foirer. Donc, on n'a pas de chiffres globaux, on arrive à trouver des comportements par rapport à certains jeux. C'est un usage de masse, mais effectivement, d'un point de vue business, on manque encore de chiffres. Donc, ça sera un sujet sur lequel, notamment, l'Alliance Digitale pourra travailler peut-être avec ses partenaires. Alors, vous êtes des agences, vous accompagnez évidemment des marques. Concrètement, vous recherchez quoi comme terme d'inventaire, de format, de business model? Bruno, ça serait quoi pour vous les principales attentes des marques sur ce segment de marché? Alors moi, il y a un point d'entrée un peu spécifique, enfin qui est un peu le même que mon collègue de chez Havas Play, c'est que côté créa plus que côté média. Et en fait, mon problème, c'est que les annonceurs viennent souvent avec des étoiles plein les yeux, en ayant entendu parler de Travis Scott dans Fortnite, de Burger King dans FIFA, ou dans des trucs comme ça, de gros trucs. C'est une intégration très sophistiquée en 3D, augmentée, genre de choses. Et en fait, dès qu'on leur donne un budget et des timelines, et qu'on est sur des annonceurs français avec des budgets français, souvent ça matche pas. On doit revoir les ambitions à la baisse, et du coup, on n'est pas forcément en phase avec ce qu'on avait en tête au début. Donc, ça se termine comment? Ça se termine comment, ou soit ça se termine pas. Souvent, en vrai, on passe à autre chose. Ouais, enfin voilà, ça commence pas en fait. On passe à autre chose, ou alors on
réduit le scope, on arrive à les éduquer et à faire comprendre que c'est pas la seule manière d'aller dans le jeu vidéo et qu'il y a des moyens plus malins, plus accessibles pour eux et qui sont tout autant efficaces. Nicolas, même question. À vos yeux, quelles sont les attentes Je vais avoir un point de vue un peu différent parce que moi je viens d'agence média, donc on n'a pas forcément la partie créa, on n'a pas la partie créa chez Wavemaker. Comme je le disais, c'est une autre entité chez nous qui s'en occupe, qui s'appelle Studio M. Mais du coup, nous on va adresser en fait la force du gaming, c'est qu'on n'a pas uniquement des grosses OP comme le disait Bruno. On a également la possibilité via la programmatique, via plein de formats qui existent aujourd'hui, d'accéder très facilement à ces écosystèmes. On parle de mobile depuis le début de cette table ronde et depuis le début de l'afterwork. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de formats dédiés au gaming qui sont disponibles et qui sont accessibles très facilement pour les annonceurs, sans débourser non plus des centaines de milliers d'euros. Donc c'est des bannières, des interstitiels, et particulièrement je pense au Rewarded Ads, qui est un peu sous-utilisé, je trouve, par les annonceurs traditionnels. Il y a beaucoup d'entre-soi. On parle c'est beaucoup d'acteurs de jeux vidéo qui vont parler à des joueurs. C'est un peu dommage. Et les Rewarded Ads, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des publicités à récompense. Et donc, c'est vraiment une force dans les jeux mobiles et gratuits, puisqu'en échange d'une récompense, l'utilisateur va accepter de voir une pub. Et ça marche très très bien, parce que le contrat, en fait, c'est ça. Le jeu est gratuit. En échange, j'accepte de voir des pubs. Donc, je dirais, c'est vraiment la force, c'est de pouvoir un peu adresser différentes solutions, des choses qui vont très très loin, comme par exemple devenir partenaire d'une équipe e-sport, jusqu'à des choses, des campagnes plus traditionnelles, programmatiques, avec, comme tu disais, de l'interstitiel, de la vidéo, ce genre de choses. Fabrice, un complément? Non, c'est assez compliqué. C'est le fait de parler en dernier. À chaque fois, je vais vous synthétiser ce qui est dit, c'est bien. Non, on est du même avis. Après, effectivement, il y a plein de choses. Enfin, nous, ce qu'on se dit, c'est, et ce qu'on dit à nos clients ou qui nous disent on veut faire du gaming, on leur explique qu'en fait, ils viennent pas nous voir en disant on veut faire du social. Ils viennent nous voir avec des objectifs, ils viennent nous voir avec des cibles, ils viennent nous voir avec une envie ou une appétence pour aller sur Instagram ou pour aller sur TikTok ou pour aussi avoir de la création en fonction. Faire du gaming, t'en parlais, ça va de la pub in-game rewarding à une intégration dans Fortnite à plusieurs millions, à un coup dans GTA en modant quelque chose. Enfin, ça veut rien dire en fait, et on parle pas aux mêmes personnes, on n'a pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes timings de mise en place. Donc c'est là où il y a encore quelque chose d'important, je pense, en pédagogie, d'expliquer que c'est cool de vouloir aller investir ce territoire, mais c'est pas en nous disant on va faire du gaming qu'on va faire des trucs chouettes. Il faut derrière avoir une réflexion très rationnelle, de la même manière qu'on a souvent des j'aime pas sur des jeux. Fortnite, il se tire dessus, c'est pas cool. Ouais, ok, mais ta cible, elle est où? Ta cible, elle fait quoi? Ok, il se tire pas dessus. Quand tu achètes, je prends toujours moi cet exemple, quand tu achètes un 30 secondes avant Petit secret entre voisins sur TFX ou je sais pas sur quoi ça passe, c'est pas forcément parce que tu es fan en fait de cette émission. Je pense qu'en tant qu'annonceur, tu regardes peut-être autre chose. Par contre, si ton client final il est devant cette émission, tu as un intérêt à acheter là. Si mon client final il est en train de jouer à Fortnite, même si je trouve que Fortnite c'est un jeu de débilos et que ça n'a aucun intérêt, en fait je vais quand même aller là-dedans parce que c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où je trouve qu'il y a encore, c'est de plus en plus mature. Hein, on rigole un peu, mais je trouve que le travail qui est fait côté client, il y a une maturité qui vient, mais on a encore parfois en fait des premières réactions de wow, Warcraft, je comprends rien. Ouais, mais en fait les gens à qui tu veux parler, eux ils comprennent. Donc fais confiance à des gens qui comprennent eux aussi pour venir mettre ta marque d'une manière ou d'une autre dans cet environnement. Est-ce qu'on peut échanger tous les trois peut-être des cas clients dont vous êtes particulièrement fiers Bruno j'espère que c'est pas le même cas client a priori. Oui, on peut partager quelques cas clients. Moi, je pense notamment, j'ai trois cas en tête. J'ai un cas qui vient de chez nous, évidemment, de chez Groupe M. Ce serait pas trop facile pour les autres sinon. Non, je pense à un cas Adidas et Animal Crossing, pour ceux qui connaissent le jeu, où il y a toute une île qui a été créée en fait aux couleurs de la Stan Smith et qui était disponible, je crois qu'il est encore disponible via un code, et où les joueurs pouvaient visiter l'île aux couleurs de la marque. Et je pense aussi à un autre cas. Sur ce premier cas, on va donner quelques chiffres peut-être. Pas de chiffres en tête, malheureusement. L'annonceur était content. L'annonceur était content. Une belle notoriété dessus. Et je pense également à un cas plus récent, Coca-Cola et GeoGuessr. Je n'ai pas encore de chiffres à vous donner non plus. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a de plus en plus de cases. Et je vais laisser la parole à mes homologues qui en ont aussi des très beaux que j'ai déjà en tête. Bruno, non?
Fabrice? Non, mais il y en a un, en fait, nous, on a fait un truc on travaille beaucoup avec le Crédit Agricole. Et en fait, c'est sûr, quand on parle Crédit Agricole, on se dit pas que c'est tout de suite le client gaming un peu bold à la Burger King qui va faire des trucs. Et pourtant, ils font plein de choses et ils osent. Et pour une banque qui a besoin de travailler son image de modernité, c'est canon et on aime beaucoup bosser avec eux. On a fait pour eux la 2 OP, une autour de leur assurance auto. Alors quand vous cherchez à parler assurance auto à des 18-20 ans, autant vous dire que c'est clairement le dernier de leurs soucis. Et on a été justement dans Trackmania avec Zerator, à aller créer des circuits en collab avec Zerator, en partenariat média avec Combini, pour ensuite derrière promouvoir ces circuits en OPS média avec Combini et Zerator. Ces circuits avaient tous des thématiques autour de la sécurité routière, la vitesse, l'alcoolémie, etc., qui sont les principales causes en fait d'accidents pour les jeunes. Et derrière, c'était streamé, Zerator animait tout ça. Il y a eu un challenge, les gens ont pu jouer en finale contre Zerator et gagner des goodies après. Enfin, on avait de la dotation classique. Une très belle opération. Est-ce qu'il y a des chiffres? Non, pardon, je suis créatif, j'ai pas de chiffres en tête. Le client était content. Le client était content, puisqu'on en a refait une sur Fortnite autour de la gestion du budget. Et après, on a travaillé juste pour ce qui est intéressant aussi pour montrer, parce que ça, c'est un peu plus gros, un peu plus lourd. On travaille pour BKT, notamment, qui est le BKT, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est des pneus agricoles et industriels indiens. Non, ça m'avait échappé. Si vous êtes fan de foot, c'est la Ligue 2 BKT, ça vous dit peut-être quelque chose. Et BKT est également partenaire de la Coupe du Monde de rugby France 2023 qui commence ce vendredi. Et donc BKT est un client d'Avas et on a travaillé avec nos amis de Gameloft sur un mini-jeu. C'est là où en fait on voit le scale, comment on arrive à créer en fait une expérience de jeu. On rappelle que vous êtes le même actionnaire. Hein. Il paraît. C'est ce qu'on appelle des synergies chez nous. Et en fait, on a travaillé ensemble sur ce petit jeu, en fait, qui est un jeu ultra simple, mais qui vient gamifier le moment, qui vient faire de la présence avec la marque. Et pour montrer, en fait, c'est intéressant de montrer ces deux-là, parce que d'un côté, on a quelque chose de construit avec un streamer, on utilise tout l'écosystème du média. De l'autre côté, c'est juste un truc assez facile, finalement, mais qui permet d'engager avec la marque. Bruno, un cas client réussi chez Dentsu. Ouais, j'ai 2 cas que je voulais partager et là encore qui montrent l'étendue de cet écosystème. Le premier, c'est pour Mastercard, où on a, avec Cara chez nous et en partenariat avec Webedia, développé le Mastercard Nexus Tour, qui justement est un tournoi de League of Legends. Alors, j'ai pas les chiffres en tête non plus, mais ça fait 4 ans en vrai qu'on les créatifs ont le droit de pas avoir de chiffres. 4 ans qu'on le développe. Alors, on n'a qu'à la 3e édition parce qu'il y a eu forcément une année temps mort pendant le Covid, mais là aussi un grand succès puisque cette année c'est devenu le Mastercard. Donc ça a commencé le Mastercard Nexus Tournament, c'était vraiment un événement ponctuel une fois dans l'année, et c'est devenu le Mastercard Nexus Tour où c'est globalement le tournoi amateur français League of Legends qui permet à une équipe d'avoir une chance d'intégrer la Ligue 2 derrière avec une vraie tournée dans toute la France. On parlera e-sport dans quelques minutes. On parlera juste après. Et un deuxième cas intéressant pour Spin Master, qui est un fabricant de jeux physiques cette fois, pas de jeux vidéo, qu'on a accompagné en fin d'année dernière pour Bakugan, donc il y a une des licences qui développe de petits jeux de monstres un peu à la Pokémon, où on a organisé une opération. Alors on avait la chance d'avoir Bakugan US qui avait développé une expérience Roblox avec tout un monde en 3D où les jeunes pouvaient s'affronter comme dans le monde réel, comme dans le monde physique d'ailleurs, au sein de Roblox. Et nous, on a organisé une campagne qui mixait influence avec Furious Jumper, qui est le plus gros YouTuber français de Roblox, que je ne vous invite pas forcément à regarder, parce que là, en l'occurrence, on est là aussi sur un contenu qui parle pas ni aux clients, ni à n'importe quelle personne de-dessus de 12 ans, je pense. Mais il a fait une OP qui est vraiment hyper intéressante, qui a plu à sa communauté, et qu'on a couplé avec du média in-game au sein d'une 50aine d'expériences Roblox, avec des bannières statiques et animées qui faisaient la promotion du nouveau programme. Et là, j'ai les chiffres en tête. On a eu de mémoire presque 2 millions d'impressions au sein de Roblox et quasiment 400 000 vues sur YouTube pour un budget qui était vraiment pas énorme. Très compétitif. Intéressant cette combinaison entre gaming et streaming, on en reparlera. Très rapidement,
qui a le micro. Il y a un besoin de standardisation, sur ce marché? Ouais, bien sûr, mais je pense qu'en fait, avant tout, et c'est tout l'enjeu de ce groupe de travail, il y a un besoin d'éducation, de dédramatisation, en tout cas de simplification et d'accompagnement des annonceurs. Encore une fois, on n'arrête pas de le dire, c'est un écosystème qui est vaste, c'est un écosystème qui est encore quelque part un peu nouveau et plein de changements, plein de modifications, et donc il faut vraiment éduquer les annonceurs et leur faire comprendre, comme on le disait juste avant, qu'il faut aussi faire confiance aux experts et aux gens qui connaissent, et même aux consommateurs, aux clients, qui sont les mieux placés pour savoir là où il faut aller. Je vois que Nicolas faisait oui de la tête, la pédagogie. Vraiment corroborer ce que tu dis, je suis totalement en phase. L'idée, c'est de montrer ce qui est possible, de faire découvrir un univers qui est peut-être un peu encore méconnu par pas mal d'annonceurs, de moins en moins, heureusement. On voit que les lignes elles commencent à bouger. Et en fait, si j'ai un conseil à donner moi aux annonceurs qui souhaiteraient se lancer, ce serait vraiment d'épouser, on l'a déjà dit, mais d'épouser les codes qui sont ceux des gamers. Ça sert à rien d'essayer d'imposer ses propres codes. Il faut vraiment essayer plus de surfer sur ce qui se fait. Et en général, ça marche plutôt bien. Alors que lorsqu'on arrive avec nos gros sabots, d'expérience, ça marche pas très bien. Mais oui, pas grand-chose à rajouter sur ce que tu disais, Bruno. Fabrice? Non, c'est important de tester, je trouve. C'est comme ça que ça a marché. Je parlais du Crédit Agricole, mais ils ont osé y aller. En fait, en y allant, c'est comme la peur de l'eau, quoi. On y va une première fois, on trouve que finalement c'est pas si pire, on y retourne et on trouve que c'est mieux, et à la fin on kiffe. Et je pense qu'il y a un vrai truc de ça, quoi. C'est genre, wow, c'est quoi le gaming? Ça me fait peur, mais le bad buzz. Enfin, il y a plein de craintes, et en fait, quand ils y vont, doucement, en faisant confiance aussi aux gens qui accompagnent, pas que les agences, des managers de talent, des devs, ils y prennent goût. Ils y prennent goût. Mais il y a encore un truc, moi, c'est peut-être, c'est 20% de gaming chez Avasplay. Et moi, il y a encore un truc qui me plaît encore là-dedans, c'est que c'est un des seuls sujets, je trouve, alors je sais pas qui est annonceur, agence dans la salle, mais c'est un des seuls sujets où j'ai l'impression que l'annonceur fait vraiment confiance. Parce que sur tous les autres sujets, en fait, ils ont déjà vu 10 000 fois ce qu'on leur raconte, donc ils ont tous un avis qui est bon ou pas, mais en tout cas, il y a un avis et presque un challenge de l'agence. Il y a des moments, en fait, sur le gaming où on a l'impression d'apprendre encore des choses aux annonceurs, aux clients, et il y a un truc un peu pur de ce truc-là encore on va vous montrer, on va vous apprendre un peu comment y aller. Et quand les clients font confiance, je trouve que la relation client-agence, parfois on dit oui, les clients, les agences, les machins, je trouve que là, il y a un vrai truc intéressant dans la vraie relation d'une agence conseil à un client qui a envie d'aller découvrir ce monde. Très bien. Je vais demander à tous les trois un mot de conclusion, un hashtag de conclusion, comme on dit sur X maintenant, faut plus dire Twitter. Fabrice, ou Bruno, ou Nicolas. Lancez-vous. Lancez-vous. C'est très bien. Merci Fabrice, on rappelle Chief Creative Officer chez Avasplay. Moi, je vais utiliser un peu de gaming et je vais dire GLHF, qui veut dire Good Luck, Have Fun dans vos campagnes et dans vos futures activations. J'espère que c'est dans le lexique du groupe de travail, il faut vérifier ça. Merci Nicolas, on rappelle qu'il travaille chez Wavemaker, groupe M. Et Bruno, le hashtag de conclusion pour Dentsu. Et pareil, l'expression un peu dans le jeu vidéo, dans le streaming, mais let's go, quoi. Let's go. Merci en tout cas à tous les trois, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Alors, on a donné la parole à la demande, côté agence, côté annonceur, et on va maintenant faire une deuxième table ronde avec plutôt des gens côté supply, côté offre. Et je vais inviter Hugues, Antoine et Arnaud à me rejoindre sur scène. On peut les applaudir. Hugues Ossard, qui travaille chez Gameloft. Antoine Ripoche, bonsoir Antoine, qui travaille chez Azerion. Et Arnaud Moulet, bonsoir Arnaud, qui est un e-sportif, mais un vrai sportif, si j'en juge la carrure, et qui vont nous parler évidemment de cet univers. Alors on va commencer par présenter, on va peut-être démarrer par Hugues. Bonsoir Hugues. Gameloft, une entreprise avec un actionnaire breton, si j'ai bien compris. Il paraît. Bonsoir à tous. Oui, donc moi je suis Hugues Ossard, je suis marketing director chez Gameloft. Gameloft, c'est une entité qui existe depuis 23 ans. Déjà joué à beaucoup de jeux Gameloft. Ah oui, un vrai pionnier du jeu vidéo mobile, il y a plus de 20 ans. Qui était fondé par Michel Guillemot, qui est cofondateur d'Ubisoft et qui fait. Je change le micro. C'est mieux là? Là, c'est mieux. Voilà, désolé.
qui a été fondée il y a 23 ans, qui appartient aujourd'hui au groupe Vivendi, qui a 2 métiers. Alors, on développe des jeux, on est développeur, éditeur de jeux sur toutes les plateformes, et on propose aussi des solutions publicitaires pour toutes les marques qui souhaitent rentrer dans le monde du jeu vidéo. Alors, dans les jeux Gameloft, mais pas uniquement, aussi dans les jeux partenaires, on a développé aussi un network étendu avec les plus gros éditeurs de jeux mobiles dans le monde, comme Optic Seven, Rovio, Activision Blizzard, qui s'appelle Combo, et on propose aussi d'accéder à cet inventaire. On peut donner quelques chiffres peut-être Alors, Combo, c'est 1 milliard de joueurs mensuels. Donc c'est le plus gros in-game advertising network aujourd'hui. 1 milliard, ouais, c'est Voilà, comme tout 1 le monde tout de milliard. suite là. On a lancé il y a 1 an, et il y a 2 mois, on a lancé Combo Kids, dédié sur la solution qui est dédiée pour les kids directement. Donc on a la chance d'être éditeur et de parler aussi aux marques. Donc on a la double casquette, on connaît les joueurs, on connaît les attentes des marques, on sait comment créer ces connexions entre les joueurs on va en parler dans quelques instants. Et je passe... À votre gauche, Antoine. Bonsoir Antoine, où je disais Bonsoir. Travaille chez Azerion. Azerion, qui est une entreprise néerlandaise, si je dis pas de bêtises, Ouais, tout à fait. qui est très présente aussi dans l'univers du gaming. Absolument. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Antoine Ripoche. Je suis le nouveau directeur général d'Azerion France. Je suis arrivé il n'y a pas très longtemps. Bravo. Merci. Azerion, c'est une société qui est un peu atypique. On est une société néerlandaise qui a été créée il y a 10 ans. Donc on est bien plus jeune. Mais avec une approche qui est assez spécifique, c'est-à-dire qu'on a racheté 50 adtech en 10 ans, en se disant que si on voulait être capable de lutter ou d'être un contre-pouvoir par rapport au GAFA, il fallait se consolider, il fallait se regrouper. Et donc du coup, on a acheté principalement en Europe une 50aine d'adtech. Et l'un des pionniers qui a été fondateur du groupe, ça a été justement cette partie gaming, où on était éditeur de jeux vidéo. C'est une brique qu'on a vendue cet été pour 150 millions, donc un beau petit montant. Et aujourd'hui, on est régie, notamment dans l'univers du gaming. Et on va en reparler, mais on peut citer quelques marques historiques peut-être dans le gaming. Je pense à Abo, des gens comme ça. Alors nous, du coup, dans les applications, enfin en tout cas dans les jeux qu'on a cédés, il y avait notamment Governor of Poker qui était une très grosse application. Et aujourd'hui, en termes de gestion, on a 19 000 jeux en termes de gestion, et on a beaucoup de channel CTV. On a aussi des métaverses dédiés, notamment Abo Hotel, Hotel Hideaway et Woozworld. Et nous, notre positionnement, il a été assez spécifique. On va en reparler. C'est essayer de travailler sur un angle, une catégorisation justement des contenus pour s'adresser à des audiences qui sont spécifiques. Voilà. Merci. Et à votre gauche, Arnaud Moulet de Game World. Alors, on a parlé de Rewarded tout à l'heure vidéo, mais c'est pas ça. Présentez un peu votre activité. Bonsoir Jérôme, bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et tous. Arnaud Moulet, cofondateur et CEO du club e-sport professionnel Game World. Je pense que j'aurai l'occasion d'expliquer un peu plus ce qu'est un club e-sport professionnel. Et donc, on est un des clubs e-sport professionnels en France majeur. On est implanté à Boulogne-Billancourt et on est présent sur divers jeux. On a parlé beaucoup de League of Legends tout à l'heure. On est présent sur League of Legends. On est évidemment présent sur Fortnite et d'autres jeux également. Et peut-être quelques chiffres. Donc, il y a cette dimension gaming, il y a cette dimension streaming aussi, et puis les réseaux sociaux aussi de vos joueurs. On peut peut-être partager quelques chiffres dès maintenant. Oui, alors Game World, c'est plus de 300 000 fans du club directement sur la marque du club. Et si on rassemble les réseaux de nos joueurs et de nos influenceurs, parce qu'en fait, on vient compléter un peu le dispositif média qu'on propose aux marques, partenaires et sponsors du club, avec les audiences en fait de nos joueurs professionnels qui sont sous contrat. On vient compléter avec des influenceurs qui sont directement signés sous notre marque. C'est une tendance qui est en train de prendre pas mal de clubs e-sport. On vient compléter le dispositif compétitif avec de l'influence marketing tout simplement. Sur Twitch, sur Discord, sur Twitter, sur TikTok, etc. Et avec des pics d'audience, je crois, qui peuvent franchir le seuil du... Alors, ça va dépendre de quoi on parle. La LFL, donc tout à l'heure, on parlait de la division 3 de League of Legends, puis de la division 2. Nous, on est en division 1. Et donc, c'est un peu plus de 20 millions de vues par saison qui dure 3 mois à peu près. Il y a 2 saisons dans l'année. Avec la France qui est bien représentée. La France est le pays le plus développé en Europe en termes d'audience sur l'e-sport. Donc on a vraiment de la chance d'être toutes et tous ici ce soir présents. Il y a des bonnes raisons de mettre du budget quand on est un annonceur sur le territoire France, mais pas que. Pour donner un comparatif, on a plus d'une dizaine de ligues nationales, si je ne m'abuse, en Europe.
l'audience de la Ligue nationale française fait plus d'audience que toutes les autres ligues réunies. Donc c'est vraiment une belle réussite française. Voilà. Cocorico. Alors je suis pas le seul responsable, 10 équipes dans la ligue. Vous y contribuez. Voilà. Alors, on est réunis ce soir pour parler de ces audiences, de ces gamers. On en a déjà un petit peu parlé. Il y avait une image un peu d'Épinal d'un gamer masculin, jeune. Est-ce que c'est en train de changer? Est-ce que notamment Gameloft, Hugues, vous avez contribué à démocratiser le jeu et peut-être aussi à le féminiser? Oui, tout à fait. Alors, le gaming, c'est un média qui a 40 ans déjà. C'est une audience. Comment? Je n'y pas. Ben non, tous les deux. Mais... non, mais c'est un média qui a 40 ans, donc il y a une audience qui s'est vraiment transformée dans le temps. Donc ma génération des années 80, on a joué en tant qu'enfant, on a joué en tant qu'ado, on a joué en tant qu'adulte, et puis on joue aujourd'hui en tant que parent. C'est vraiment une transformation aussi de l'appréhension du jeu vidéo sur les différentes générations. Aujourd'hui, ça touche toutes les générations de jeux vidéo. Toutes les générations. Là, dans le dernier rapport du CEL, je sais qu'on a parlé un tout petit peu tout à l'heure sur la précédente table ronde. Tu as 70% des joueurs, des adultes qui jouent aujourd'hui, qui sont joueurs. C'est la première passion des moins de 35 ans. C'est vraiment un média qui est installé. C'est 3 milliards de joueurs. Là, on parle toujours de cette date à l'heure. C'est 3,2 milliards. C'était après le dernier rapport. C'est presque 40 millions en France. Et donc, c'est aujourd'hui un joueur sur deux est une joueuse. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, on a vu cette transformation-là. Tu parlais de démocratisation. Oui, tout à fait. Alors, Game of, on est un peu au cœur de ça. Croire aux jeux mobiles en 1999, il fallait quand même y aller, quoi. C'était pas les devices d'aujourd'hui. C'était des petits jeux en Java. Ouais, c'était des jeux en Java, des jeux monochromes, et puis la distribution par les opérateurs, les jeux embarqués dans les téléphones. Enfin, tout ça, vous avez dû le voir. Vous avez dû jouer beaucoup à Block Breaker à l'époque, je pense. Le Snake, évidemment, c'est pas nous. Ah, pardon, désolé. Mais en tout cas, c'est le mobile qui a permis cette massification. Ça a fait partie de la démocratisation du mobile. Il y avait plusieurs barrières à casser. La barrière déjà de l'achat du hardware. C'était un média qui était encore nouveau dans les années 90. Donc investir dans une plateforme à l'époque qui coûtait peut-être avec l'inflation, j'ai du mal à compter, mais l'équivalent de 200-300 € aujourd'hui, quand on connaissait pas le média, quand on savait pas ce que c'était compliqué. Donc le mobile, c'était déjà une façon de casser le barrière d'achat du hardware. Donc vous avez déjà un téléphone dans la vision de Gameloft et de Michel Guillemot, c'était de se dire à terme tout le monde aura un téléphone dans la poche. Et l'évolution technologique du téléphone va suivre l'évolution du PC, ce qui s'est passé petit à petit. Donc les jeux seront de plus en plus évolués. Casser la barrière d'abord de l'achat du hardware, puis ensuite casser la barrière de l'achat du jeu. Les jeux à l'époque, quand vous avez commencé, vous téléchargez des jeux sur Orange World en WAP, c'était 5 €, 6 €, ou alors vous vous abonniez sans faire exprès à 10 € par mois et vous aviez vos 3 jeux, en regardant les pubs sur M6. Et petit à petit, donc les jeux sont arrivés sur les plateformes plus évoluées, les smartphones. Et donc les prix ont évolué, on est arrivé jusqu'à un modèle free-to-play qui existait déjà sur PC. Aujourd'hui, voilà, c'est le modèle prédominant. Tu parlais justement, Guillaume, tout à l'heure, 92% des jeux sur le store sont free-to-play. Et c'était la dernière barrière. C'est casser cette barrière de jeu, de l'achat de jeu, et ensuite de parler à tous les joueurs. Un mot d'Antoine sur cette question de qui sont les audiences de gaming. Et on confirme, aujourd'hui, tout le monde joue, notamment les femmes. Alors, tout le monde joue, notamment les femmes. Alors, nous, chez Azerion, il y a quelques années, on a commencé. Moi, je vais parler médias aujourd'hui, je vais parler indicateurs, je vais parler KPI. Quand on a commencé à prêcher la bonne parole du gaming en allant voir les annonceurs, les agences, on s'est aperçu qu'au début c'était un peu compliqué. Derrière, on a continué, mais on s'apercevait. C'était quoi les freins? Les freins, c'était ce que tu disais très bien en intro. Ça pouvait paraître un peu cheap. Il y avait des problématiques, des clichés, les usages et ainsi de suite. Donc on a essayé de travailler, puis on a regardé quels étaient les feedbacks des annonceurs et des agences, et on a pris le contre-pied. D'accord, on s'est dit. D'ailleurs, Antoine n'est pas barbu. Non, exactement. Non. Et on a pris le contre-pied et on s'est dit de quoi les annonceurs ont besoin. Les annonceurs qui travaillent avec des agences, qui font du média, ils ont besoin d'indicateurs médias. D'accord. Du coup, on a construit une offre qui permet de répondre à ces indicateurs médias, en partant du principe que l'univers du gaming, c'est un complément dans un plan déjà existant. D'accord. C'est pour ça qu'on ne se dit pas qu'il y a des baromètres spécifiques sur le gaming. Pour nous, c'est à l'intérieur notamment de la vidéo, c'est un canal dans lequel on va pouvoir avoir des performances. D'accord. Du coup, on a construit toute cette offre. On a 19 000 jeux dont j'en parlais qu'on a catégorisés. On a travaillé sur des tranches d'âge pour être capable de proposer des ciblages qui sont spécifiques, qui permettent de répondre à des besoins qu'on n'arrive pas à adresser par ailleurs, notamment sur des cibles enfants, avec des tranches d'âge qui dépendent du contexte, non pas de la data. Dans cet environnement qui est plutôt lié autour des enfants, on a
beaucoup plus de filles que de garçons qui jouent. D'accord, c'est un premier sujet. On doit avoir, nous, en interne, on doit avoir 74% de filles qui jouent par rapport aux garçons. Alors, c'est peut-être lié aussi à la typologie des jeux qu'on développe, ou en tout cas qu'on commercialise. Et puis, il y a un autre environnement sur lequel on a beaucoup travaillé, on en parlait tout à l'heure, c'est cet univers métaverse, donc autour de Habbo Hotel pour les plus vieux dont je fais partie, Hotel Hideaway et Woozworld. Et l'idée qu'on a eue, ça aurait été intéressant d'en parler avec la partie créa, les parties agence juste avant, c'est être capable de proposer des environnements qui sont brand safe, qui répondent aux législations les plus strictes, qui sont RGPD Kids et COPPA, pour être capable de créer cet écrin pour les marques en disant vous pouvez venir, vous pouvez communiquer de manière sûre et certaine et adresser un message à vos audiences de manière hyper qualitative. Arnaud, j'arrête de parler. Non, mais on va revenir dans un instant sur les cas, notamment sur les marques. Mais un mot d'Arnaud peut-être sur les audiences dans l'univers de l'e-sport et notamment les audiences côté streaming. On imagine qu'il y a historiquement plutôt des garçons, mais ça s'est aussi démocratisé et féminisé. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est donc déjà félicitations, on a un grand éditeur français, c'est rare. On n'a pas le plaisir en tant qu'équipe. Grands éditeurs européens. Oui, tout à fait. Ouais. Et on n'a pas le plaisir malheureusement chez Gamer de travailler sur des jeux issus d'éditeurs français. Il y a un message, on échange les cartes. Et en fait, dans l'e-sport, quand on regarde les baromètres ou les différentes études qui sont réalisées sur les gamers, effectivement, par exemple sur le partage homme-femme, quand on est sur de la pratique qu'on va appeler casu, on peut utiliser plein d'autres termes pour dire c'est des jeux smartphone très accessibles. On est sur une équivalence à peu près des sexes en fonction des jeux, ça va dépendre. Et plus on se rapproche d'une pratique, et ça c'est un problème, plus on se rapproche d'une pratique professionnelle de la compétition du jeu vidéo, donc en fait ce qu'on appelle l'e-sport. Hein. L'e-sport, c'est ni plus ni moins que la pratique compétitive du jeu vidéo. Au cas où j'aurais besoin de le clarifier, ce n'est pas la pratique d'une simulation de sport. On peut faire de la simulation de sport via l'e-sport, et par exemple FIFA, le jeu vidéo de simulation de foot, mais qui a des audiences qui sont très marginales par rapport à des jeux comme League of Legends, Fortnite, etc. En revanche, il y a un nombre de joueurs très élevé, mais c'est des joueurs plutôt casus. On va jouer dans son canapé. Casual, hein, casual, exactement. Ouais. On va jouer dans son canapé avec ses potes, en famille ou en solo, avec ses potes à distance ou à côté. Alors que quand on joue une partie de League of Legends à haut niveau ou Counter-Strike ou d'autres jeux de ce type, là, on est dans d'autres conditions. On n'est pas sur une console, on est généralement sur un ordinateur. Donc, un mot sur les équipes, plutôt des garçons, mais il y a des équipes de filles désormais. Exactement. Et il y a des très belles initiatives qui sont lancées par plusieurs éditeurs avec des ligues qui sont 100% féminines, des tournois qui sont 100% féminins. Sur les mêmes jeux ou pas tout à fait? Sur les jeux les plus développés dans l'e-sport du moins, sur les jeux où il y a déjà en fait des scènes compétitives, parce qu'encore une fois, il y a plein de jeux, de très très bons jeux où il y a des nombres de joueurs très importants, qui ne sont pas des jeux créés pour l'e-sport, qui ne sont pas créés pour le spectacle, qui sont juste créés pour le divertissement du joueur en lui-même. Voilà. C'est toute la différence en fait. Un jeu e-sport, c'est un jeu qui va avoir une audience, qui va avoir entre autres une dimension très importante pour le spectateur. Alors justement, ces spectateurs, c'est cette deuxième dimension dans le e-sport. Là, j'imagine qu'elle est un peu plus large. En Occident, c'est Twitch, de très loin, la plateforme de diffusion numéro 1. Twitch qui a été racheté par Amazon. Je ne sais pas si on parle un peu après des GAFA, mais c'est une des grandes réussites d'Amazon dans l'e-sport et le jeu vidéo. C'est le rachat de Twitch il y a maintenant quelques années pour 1 milliard, je crois, de dollars, qui en vaut bien plus aujourd'hui. Et donc, en termes d'audience, comme je disais tout à l'heure, c'est à peu près 20 millions de vues sur 20 soirs de compétition. Donc c'est 1 million par soir de compétition en fait sur la Ligue 1 de l'e-sport. Si on parle de League of Legends. Donc quel est le volume? Et sur la typologie de cette audience, vous avez des on n'a pas de détails et Gameloft est là peut-être pour en attester. Les éditeurs ne partagent pas toujours la granularité de l'audience qui va regarder. Et parfois, l'éditeur lui-même n'a pas forcément accès à cette information. Okay. Parce que Twitch, c'est une société privée. Alors, d'un point de vue un petit peu pub, média, est-ce que l'élargissement de ces audiences, cette féminisation des audiences, est-ce que ça attire les marques qu'on peut par exemple retrouver en télé? Hugues, est-ce que vous arrivez à sortir un peu d'un univers de marques propriétaires et toucher ce qu'on appelle les marques FMCG par exemple? Non, pas suffisamment notre goût. C'est pour ça qu'on est là pour en parler. Et historiquement, c'est vrai que dans le gaming, on est sur de l'entertainment principalement. Hein, c'est une des verticales principales qui va être représentée. Nous, on a vu une transformation quand même, une arrivée sur d'autres verticales qui arrivent, d'autres clients qui vont arriver. Alors masculin initialement, parce qu'il y a encore ce problème de vision, comme Guillaume vous pouvez en parler,
de l'adolescent boutonneux qui joue dans sa console, c'est très masculin, mais non, en fait, des jeux pour tout le monde sur toutes les plateformes et une audience qui se féminise de plus en plus. Donc, nous, on a vu une transformation là-dessus. On a des marques de différents secteurs qui arrivent. Le FMCG se développe de plus en plus dans notre écosystème. On le voit aussi. Alors, vous avez peut-être déjà vu pas mal. On peut citer quelques exemples d'opérations très cosmétiques, surtout sur la dimension cosmétique qui a pu se développer. Alors, c'est assez facile pour les produits cosmétiques. Pour les produits cosmétiques, la beauté, ouais, c'est une dimension qui s'est beaucoup développée. Beaucoup d'opérations qui ont pu se développer. Il y a des grandes marques comme L'Oréal, par exemple. Alors oui, ouais, tout à fait. Alors nous, on avait travaillé justement avec QSeal chez Gameloft avec un mini-jeu qu'on a développé qui utilisait justement la caméra avec une expérience AR. C'est ce type de dimensions qui ont pu être mis en place. Il y a des opérations qu'on a pu voir, qui ont des partenariats qui ont été faits, notamment avec EA sur les Sims 4, avec Mac Cosmétique notamment. Donc pourquoi je parlais du cosmétique? Tout simplement parce que dans beaucoup de jeux aujourd'hui, l'aspect cosmétique dans les jeux free-to-play, c'est une dimension qui est hyper importante. On peut facilement acheter des éléments pour customiser son partenaire. Donc, il y a beaucoup de marques qui se sont infiltrées dans cette dimension-là justement pour créer virtuellement des éléments de customisation de personnages. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu voir. Donc on en parlait justement juste avant, et on va en parler, je pense aussi après, on va parler des formats. Là, je cite des exemples d'intégration native de ces marques-là dans ces jeux-là. Mais il y a plein d'intégrations différentes qui vont pouvoir être faites, que nous, on travaille, on amène les marques justement sur ces dimensions-là, sur des choses qui ne sont pas forcément uniquement des choses natives, des formats plus médias qu'on va pouvoir mettre en place. On peut en parler dès maintenant. Hein, bah, c'est plus simple. Génial. Bah, on gagne un tour de table. Tout à fait. Là, je parle un petit peu sur la partie média. On parlait juste avant, c'est avec la majorité de marques qui viennent nous voir. Elle voit ce qui est shiny, elle voit les opérations dont on parle, les opérations dans Fortnite, de ce type d'opération, et c'est cette vision-là du média gaming tel qu'on a. Mais en fait, le média gaming, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large, beaucoup plus structuré. C'est un média qui aujourd'hui, chez Gameloft, nous ça fait 8 ans qu'on a développé l'entité Gameloft for Brands, qui propose ces solutions-là pour les marques. C'est un marché qui est structuré, qui respecte aujourd'hui les standards du marché en termes de format, en termes de tracking, en termes de measurement. Et puis tu parlais aussi de safe environment. Bon, ça c'est hyper important pour nous parce qu'en plus on a la double casquette en tant qu'éditeur et en tant que network. Proposer un espace qui est safe pour nos joueurs et safe aussi pour les marques. Qui a proposé ça. Donc toutes les conditions sont réunies pour avoir les grandes marques. Exactement. Et nous, ce qu'on essaie de mettre vraiment en place, c'est expliquer que dans le gaming, il n'y a pas uniquement les opérations très shiny, les intégrations natives qui sont sur des coûts très élevés, puis avec des délais d'intégration qui sont très compliqués, même s'il y a des choses qui peuvent être faites, mais des éléments qui sont beaucoup plus accessibles. Nous, on travaille beaucoup sur la partie média. On parlait de rewarded vidéo tout à l'heure sur ce type de format, des formats rewarded. Alors ça, c'est vraiment spécifique sur le gaming. Des formats qui sont opt-in, donc le joueur choisit de voir la publicité. En plus, ça s'intègre à un moment clé de l'expérience du joueur. C'est pas quelque chose qui est intrusif. Vous jouez un jeu de voiture, vous finissez, vous perdez votre course, on vous propose de regarder une pub pour pouvoir la rejouer. Donc ça fonctionne. Donc la marque apparaît comme un partenaire du joueur, et donc on crée un lien particulier entre le joueur et la marque. Ça, c'est très très puissant. Ouais, ce qui aura un impact. On parlait tout à l'heure de l'attention, mais aussi sur l'acceptabilité sur la marque, et ensuite sur la mémorisation, parce que la marque apparaît vraiment à un bon moment. Que je réussisse, elle va me récompenser. Si je perds, elle va venir m'aider à compléter cette expérience. Donc ça, c'est des formats qui sont spécifiques, qui sont vraiment des choses que nous on propose dans nos jeux et dans les jeux partenaires de notre réseau Combo notamment. Et je finirai sur la partie native, on en parlait juste avant. Donc ça, c'est un truc qui se fait évidemment dans les jeux et qu'on propose dans les jeux, les intégrations natives qui sont plutôt des opérations tactiques qui ont ciblé un jeu donné et une audience donnée. Le marché du jeu vidéo, c'est un marché qui est très fragmenté. C'est plein de jeux, c'est beaucoup de jeux, c'est beaucoup de communautés, c'est beaucoup de plateformes différentes. Si on veut toucher cette communauté-là, il faut essayer de viser plusieurs jeux notamment, et l'aspect média et le format rewarded vidéo va permettre d'être beaucoup plus large. Ça marche. Antoine, on évoquait cette féminisation des audiences qui est très présente chez Azerion. Ça vous permet d'attirer des grandes marques FMCG, grandes consos qu'on peut voir en télé? Déjà, tu m'as convaincu. Moi, je vais bien acheter une campagne pour commencer. Bon, je ne veux pas paraphraser, mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde cet univers du gaming qui existe depuis maintenant quelques années, on avait quand même quelques freins technologiques qui étaient importants au début, notamment pour la mesure. Aujourd'hui, ces freins sont levés, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir exactement les mêmes standards, les mêmes indicateurs que ceux qu'on est capable d'avoir sur des campagnes médias digitales classiques.
Nous, chez Azerion, on vend principalement du média. Les OPS, c'est pas notre ADN premier. Donc, on est là pour servir des KPI, des objectifs, notamment sur la vidéo, qui sont des objectifs de visibilité, taux de complétion, brand safety. Couverture sur cible, des formats classiques. Exactement. Ce qui est intéressant dans cet univers, c'est que on est dans un univers sans UGC, sans User Generated Content, contenu de qualité, des contenus qui sont mesurables sur la brand safety, sur la viewability, et qui ont notamment sur la partie rewarded des performances qui sont excellentes. On peut donner des chiffres? Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que sur la rewarded vidéo, on doit avoir des taux de complétion qui sont aux alentours de 95%. Contre combien pour des formats vidéo classiques? Qui sont autour de la vidéo classique, on est plutôt sur du 75%. Donc on a un uplift qui est significatif et c'est un secteur qui évolue avec le marché. Par exemple, il y a dans le digital, on a une nouvelle marotte depuis à peu près 1 an qui est l'attention. On en parlait. Donc aujourd'hui, on a une société française qui est leader sur le secteur qui s'appelle Xplain, avec qui on doit beaucoup bosser autour dans la salle. Quand on leur demande justement des indicateurs sur la partie attention dans l'univers du gaming, on s'aperçoit que sur des formats de 30 secondes, l'attention, elle est 20 secondes. Alors les chiffres sont très bons. Est-ce que les marques sont là? Alors, pour répondre alors les marques sont là, d'accord. Nous, principalement sur notre offre dans l'univers des Kids and Family. Donc tout ce qui est jeux jouets, c'est des acteurs qui sont extrêmement présents de septembre à décembre, grosse saisonnalité qui est due au marché du jeu. D'accord. Avec Noël, évidemment. Évidemment avec Noël. On a le secteur de l'entertainment qui est évidemment très présent en fonction des films ou des jeux qui sortent. Et notamment avec Groupe M, c'est vrai. On travaille beaucoup dans cet univers de la grande consommation pour accompagner les marques et leur faire pour accompagner des indicateurs qui sont. On parlait des marques de cosmétiques, les lessiviers, tous ces grands marques qui sont historiquement des annonceurs en télé. On les a pas encore. On a un positionnement qui est assez spécifique sur une offre qui est assez jeune et donc du coup on répond à cette cible-là précisément. Juste pour donner un indicateur, un chiffre. Sur des campagnes qu'on a réussi à mener avec monsieur Adrien Lepage ici présent et ses équipes, on arrive à avoir des coûts à la vidéo vue qui sont à 1 centime dans l'univers du jeu. Bravo, voilà. Donc des performances qui sont bonnes, les indicateurs qui sont bons derrière. Donc tous les indicateurs sont ouverts pour attirer les grandes marques. Arnaud, un peu même question. Dans l'univers du e-sport, vous avez, j'imagine, des annonceurs un peu captifs. L'un des enjeux, c'est d'élargir un peu cette base d'annonceurs. Si je repars 10 ans en arrière, à peu près, je pense qu'effectivement, on avait une grande majorité de marques qu'on appelle endémiques au secteur, donc c'est-à-dire qu'ils ont un lien direct avec le jeu vidéo ou l'e-sport. Donc c'est des marques d'ordinateurs, d'accessoires, exactement, des Intel, des Logitech, Razer, des boissons énergisantes, qui sont arrivées entre les marques endémiques et les marques parfaitement non endémiques, mais effectivement, Monster, Red Bull, etc. est très présent dans le secteur. On a eu de plus en plus de marques donc non endémiques, comme on les appelle, de grands secteurs d'activité. Nous-mêmes, chez GameWorld, 2 de nos grands partenaires sont Crédit Agricole Île-de-France. Alors, c'est pas le même que Crédit Agricole. Ah oui, ils sont particulièrement innovants, Crédit Agricole. Alors, je précise, c'est Crédit Agricole Île-de-France qui a été lancé juste avant l'initiative de Crédit Agricole. Et on avait Avasplay qui parlait de quelques cas d'école qu'ils avaient fait avec Crédit Agricole, donc c'est pas les mêmes entités. Mais ils sont lancés à peu près au même moment. Donc le secteur bancaire très présent. On a la SOG qui s'est lancée historiquement avant, il y a plusieurs années maintenant. On a également Honda, le constructeur automobile, qui est notre sponsor. On a le Coq Sportif, mais en tant qu'équipementier, c'est un peu différent. On a même des collectivités territoriales qui ont compris l'enjeu sociétal d'accompagner et d'encadrer la pratique du jeu vidéo chez les plus jeunes. Donc on est partenaire de la ville de Boulogne-Billancourt pour des initiatives au sein des collèges. Donc toutes les marques sont en train d'arriver. En fait, le modèle, c'est quoi? C'est le football, par exemple, et à terme d'avoir, je sais pas, un maillot du Qatar pour votre équipe. Alors je suis un peu, si je dois me situer, je suis un peu entre le football et ces messieurs, c'est-à-dire que à Boulogne, il y a un club de foot qui est assez connu aussi. Alors il y a la CBB qui est très présente en termes de sport. Je pensais. Ah oui, bien sûr, mais on n'identifie pas forcément avec la ville de Boulogne. Oui, en fait, on va essayer de tirer notre épingle. Enfin, on va tirer notre épingle du jeu en tant que club e-sport parce qu'on est des digital natives, donc on comprend très bien comment fonctionne notre audience. On est nous-mêmes des gamers. Alors moi, je suis gamer, je joue un peu moins aujourd'hui. Je joue encore un peu et je regarde des compétitions. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on est face à une audience qui est particulière. Et il n'y a pas d'ailleurs qu'une audience qui est très bien rappelée à l'instant. Il y a plein d'audiences distinctes, mais qui globalement a des codes. On pourrait parler de tribus si on rentre un peu dans les termes marketing ou autre. Et donc, c'est ça qui est important. Et c'est les activations digitales qui vont être couplées à de l'influence via des visages forts, de l'influence des influenceurs ou des joueurs pros, par exemple, qui va faire qu'on va pouvoir quand même créer des KPI, même si on n'est pas sur générative
quelque chose de très bête et méchant. Très rapidement, tous les trois, un mot sur les GAFA. On a parlé de Twitch qui a été racheté par Amazon. Les GAFA, ils sont encore peu présents dans votre univers. Hugues, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Quel regard vous portez sur ces géants du numérique et de la publicité? Alors, moi, je pense qu'ils sont de plus en plus présents, justement. Le marché du jeu vidéo, c'est le premier marché de l'entertainment au monde. Si on cumulé avant le cinéma et la musique cumulée, je crois que c'est autour de 300 milliards, 295 milliards en 2022 de dollars de revenus. Donc évidemment, ça attire des convoitises. On parlait des 3,2 milliards de joueurs. Aujourd'hui, les GAFAM, et on va aller aussi sur les plateformes, sur du Netflix aussi, sur ce type de plateforme, tous les nouveaux acteurs qui vont arriver dans le gaming. Aujourd'hui, il y a une problématique, c'est une grosse problématique de churn, ces plateformes-là. On a besoin d'attirer des nouveaux clients. Le gaming est bien placé. Il y a des licences fortes, des grosses marques, des grosses communautés, des grosses audiences. Et ils vont arriver par le streaming, les GAFA? Ah bah il y en a déjà, ouais, il y en a déjà. Alors, il y en a qui sont plantés. Google, ils sont plantés justement, mais aujourd'hui, on voit de plus en plus d'initiatives de ces partenaires-là, et c'est les principaux concurrents des acteurs historiques du jeu vidéo aujourd'hui. Donc, on voit Amazon avec Amazon Prime Gaming qui offre ces solutions. On a Google qui a essayé et qui n'a pas fonctionné. On a vu Apple qui a son offre aussi gaming avec Apple Arcade notamment. Netflix aussi, il y a du jeu vidéo maintenant. Et Netflix aussi. Alors, il y a deux façons différentes d'aller dans le jeu vidéo. Donc, du Netflix qui va faire aussi une dimension licensing, prendre des licences qui fonctionnent et les transformer en série, en film. Donc, The Witcher, c'est un très très bon exemple. Très bonne série. La saison 3 est moins bien, je trouve. Oui, je suis d'accord. Ouais, t'as raison. Ouais. Et puis ensuite, la création arrive, les GAFA arrivent. Oui, et puis après, la création d'une offre dédiée. Alors, Netflix, ils arrivent avec ces deux dimensions-là. Ils ont une offre de jeu également. On travaille aussi avec Netflix. Vous pouvez retrouver des jeux Gameloft chez Netflix notamment. Donc, il y a ces deux dimensions-là. Ça s'explique par la presse, par ces 3 milliards, par cette audience et par des marques qui sont très fortes, qui sont recherchées. Antoine, cette arrivée des GAFA, c'est preuve de maturité du secteur, c'est plutôt une bonne nouvelle? Je peux paraphraser ce qui a été dit, qui a été très bien dit. Moi, je pense comme dans le gaming comme sur le digital, l'open web est plus fort quand on arrive à se réunir, quand on arrive à fusionner ou quand on arrive à travailler ensemble. L'idée, c'est d'avoir des contre-pouvoirs et d'avoir des écosystèmes qu'on arrive à faire communiquer pour accompagner nos marques et faire des dispositifs qui soient ultra performants. Et pour moi, c'est ça le contre-pouvoir. Arnaud? Je pense que tout a déjà été dit. C'est compliqué d'être troisième. Non, mais certains GAFAM se sont déjà plantés, d'autres ont plus réussi. C'est preuve que c'est pas si évident que ça. Il faut parler avec des spécialistes. Peut-être celui qui s'en sort le mieux, c'est Amazon, mais qui a lancé également son propre studio d'édition de jeux. On pourrait parler de Microsoft aussi, qui est un acteur historique du jeu vidéo. On pourrait parler de Microsoft, mais c'est Stadia, si je ne m'abuse, Stadia, c'était bien Microsoft également qui s'est complètement planté. C'est Google. Merci. Et en ce qui concerne Microsoft, en revanche, on peut suivre l'histoire du rachat de Activision Blizzard actuellement pour plus de 80 milliards de dollars. C'est assez historique comme rachat. En tout cas, les géants sont là. On va terminer par un hashtag de conclusion. Hugues, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Télécharger des jeux Gameloft. Okay. Alors, je vais faire plus qu'un hashtag. Non, si possible. Dans une petite conclusion, je pense qu'il y a une dimension qu'on n'a pas abordée, qui est importante. On a une vision vraiment du gaming, du média jeu vidéo comme un média de performance, principalement. Alors, c'est pas vrai. On est plus sur un média d'awareness, 3 milliards de joueurs, ce qu'on en parlait. C'est un média vraiment d'awareness qui parle à toutes les générations, ce qu'on en parlait. C'est un média de considération également, et on va parler aussi de likability. Il y a une dimension qui est hyper importante sur le gaming, et ça, je pense qu'on l'engagement et surtout l'émotion. C'est quand on joue aux jeux vidéo, il y a cette puissance de l'immersion, de l'interaction et de l'émotion qui est vraiment unique à ce média-là, et l'émotion est encore plus forte parce qu'il y a cette interactivité. Et donc, le hashtag serait plus fort que ça serait plutôt l'émotion. Ouais, ça. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Puis je crois qu'on tient sur 40 caractères. Presque. Non, mais en tout cas, voilà, c'est un média, c'est un moment d'émotion, c'est un positive moment qui est idéal aujourd'hui pour les marques, un moment d'ailleurs un break, un moment de respiration aussi pour pas mal de générations, et les marques qui arrivent à rentrer à ce moment-là et en tout cas créer une connexion qui est pertinente avec les marques. Et en tout cas, Gameloft for Brands sera là pour les accompagner. Antoine, ça serait quoi le hashtag de conclusion? Moi, je dirais hashtag performance média. Assez simple. On tient dans les caractères. Et performance média parce qu'on peut conjuguer et l'awareness et la performance. Parce qu'on arrive à choisir des indicateurs médias qui sont au moins aussi bons, voire meilleurs que les autres canaux digitaux qu'on arrive à
à activer. Donc, d'un point de vue purement média et performance, c'est clairement un canal qu'il faut intégrer dans ces... Et on évoquait les KPI, effectivement, sur la vidéo, qui sont excellents, et on invite évidemment les marques à travailler avec Azerion, qui a d'excellentes audiences. Pas choisi, Gameloft, Azerion, et Arnaud également, le hashtag de conclusion. J'avais pensé à divertissement, mais je pense que affect, c'est pas mal, parce que en fait, c'est ce dont on parle un peu à travers cette table ronde, c'est que le gaming a cet intérêt de vraiment déclencher l'affect chez le pratiquant ou le consommateur, celui qui va regarder, parce que le jeu vidéo et l'e-sport, c'est une passion avant tout, et c'est là où on va le mieux engager. Et n'hésitez pas à suivre la GameWard Team sur les réseaux sociaux et sur les plateformes pour suivre les performances de ces joueurs. Merci à tous les trois, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes, on va parler avec Bruno Vicaire. On va poursuivre notre débat sur le e-sport et on peut applaudir Bruno qui est CEO de l'agence Dash-In. Bonsoir Bruno. Alors, bonsoir à tous. On passe un peu après tout le monde. Beaucoup de choses ont été déjà dites, mais on tenait à vous faire parler ce soir de votre vision du gaming, du e-sport et de la publicité. Peut-être qu'on va se présenter. Je disais CEO de l'agence Dash-In, mais c'est que l'une de vos casquettes. Il y en a plusieurs. Exactement. Donc moi, je suis spécialisé dans le traitement de la chaîne de valeur sur le marché e-sportif plutôt événementiel. Donc avec 3 entités, la première étant une agence de conception événementielle qui accompagne des grands organisateurs et des grands éditeurs dans la réalisation de gros événements plutôt à audience internationale. Dernier fait d'armes, ça va être le Gamers 8 en Arabie Saoudite à Riyad. Donc événement, pour vous donner un petit KPI, avec 45 millions de dollars de cash prize à gagner. Donc ça vous donne un peu le poids et les responsabilités de joueurs quand ils doivent jouer. C'est motivant en tout cas. Voilà. Effectivement. C'est plus qu'au Roland Garros, c'est plus que beaucoup de sports, et la tendance tend à ce que ça augmente encore dans les années à venir. À l'époque, c'était Dota avec plus de 30 millions, un peu plus, à gagner sur un seul jeu. Bon, là, c'est réparti sur 8 jeux différents, mais bon, ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Une deuxième agence, une société événementielle, donc là où je suis directeur commercial, qui se situe à Paris, et je vous invite à venir voir si ça vous intéresse. Donc c'est l'eSpot. Donc, il est un lieu de 2000 mètres carrés spécialisé dans le jeu vidéo et dans l'e-sport. Donc, on traite à la fois la verticale gaming amateur et à la fois l'e-sport amateur, semi-pro et professionnel. Donc, avec l'accueil de quelques grandes compétitions, dont la LFL avec GameWard. Et la dernière agence, donc, qui est une agence Dash-In, qui va traiter tout ce qui va être influence gaming et accompagnement de joueurs professionnels et d'influenceurs sur le marché commercial avec des traitements de contractuels pour les marques. Alors Arnaud nous a déjà un petit peu parlé de ce phénomène e-sport. Est-ce qu'on pourrait compléter un peu ce qu'il a dit, parce que c'est une dynamique assez extraordinaire depuis quelques années, avec cette combinaison entre des joueurs professionnels et puis des audiences colossales sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. Ça a débuté avec l'avènement du jeu vidéo. En fait, immédiatement, la nature humaine a fait qu'on pouvait se battre sur un ordinateur ou une télé à l'époque. Ou des bornes d'arcade. On s'affrontait une sorte de tennis déjà, mais il n'y avait pas de spectateurs à l'époque. Non, le tout premier tournoi, c'est en 1970, donc sur PDP 10, donc à Oxford, donc c'est vraiment, ça date et on n'était pas là. 3 ans. Ouais, c'est vraiment le tout premier tournoi référencé, donc qui est vraiment avec 10 machines et ça faisait un petit tournoi où effectivement il n'y avait aucune diffusion, il n'y avait aucun mécanisme d'audience. Ensuite, on va avoir vraiment une audience plutôt nationale en 1980, donc sur Space Invader aux États-Unis. Voilà, où là on vient arriver dans un lieu, dans un mall, dans un endroit un peu plus spécifique où on va retrouver des dynamiques sociales avec des rencontres de gens, des rencontres de joueurs et un petit peu de cash prize. Et vraiment l'avènement de l'e-sport est arrivé avec l'arrivée donc de Twitch, qui arrive en 2010 avec une évolution marquante aux alentours des années 2012, et où là on va venir diffuser et rendre accessible au plus grand nombre l'e-sport, et où on va sortir l'e-sport d'un lieu physique pour le mettre sur un lieu numérique, et ce qui fait augmenter derrière la visibilité et donc qui engendre tout ce qui va être structuration par l'apport de capitaux extérieurs. Et donc c'est le début de la professionnalisation des joueurs, donc il y a à peu près une dizaine d'années. Exactement, ouais. Ça va être à peu près ça, avec la sortie phare de très grands jeux vidéo, avec
l'attractivité de certains pays dans le monde qui ont été précurseurs sur la cible et sur des pays asiatiques, oui, la Corée du Nord, la Corée du Sud. Corée du Nord, pas du tout. Corée du Nord, je ne sais Ouais, pas s'ils non, ont accès à Internet, mais Corée du Sud, ils sont très actifs. Ah oui, qui sont extrêmement actifs. On a depuis quelques années maintenant, c'est le premier ou le deuxième divertissement du pays. Donc après le baseball, et encore ça se bat un petit peu. Donc le samedi, ils vont voir le baseball, le dimanche, ils vont voir des matchs d'e-sport en famille. Donc c'est vraiment et qui remplissent des stades avec ces compétitions. Oui, ils construisent ils remplissent des stades, et même ils ont eu il y a 5-6 ans des réflexions de construction de stades autour de l'e-sport, où en fait ils vont pouvoir avoir des stades hybrides. Et alors là, c'est en train de nous arriver, nous en pleine phase partout en Europe, aux États-Unis, etc. Ils sont en train de créer justement des arénas qui permettent d'accueillir tout type de compétition, des concerts, des matchs de sport et aussi de l'e-sport. Et on le voit, on l'a vu avec la Nanterre Arena qui peut avoir son blason qui descend. Avec potentiellement des dizaines de milliers de personnes réunies comme pour un match de foot. Bien sûr, bien sûr. Alors ça, c'est la première dimension, audience locale sur l'événement, mais il y a cette deuxième dimension grâce aux plateformes de streaming et aux réseaux sociaux. Et là, on change de dimension. On change totalement de dimension. On parle de dimension internationale immédiatement. En fait, on peut venir casser les barrières à partir du moment où l'organisateur, lui, le permet. Parce que maintenant, ça va être la barrière de la langue qui va empêcher. Et on voit très bien tous les gros organisateurs, Riot étant, on va dire, l'organisateur principal, donc Riot, studio de développement de League of Legends, de Valorant et d'autres licences, mais League of Legends étant la première, qui va caster ces Worlds de League of Legends dans différentes langues, donc l'immense majorité des langues mondiales, diffusées sur toutes les plateformes et pas uniquement sur Twitch. Donc Twitch qui va adresser, on va dire, à peu près 70% du monde, pas en termes de surface, mais derrière on va avoir Blibli par exemple qui va adresser tout le continent chinois et qui sont les premiers à avoir acheté littéralement des droits de diffusion. Donc à contrario à tout le reste du monde, et où là il n'y a pas de financiarisation des droits de télé. Et on peut donner des chiffres en termes d'argent, en termes d'audience, les derniers chiffres, c'est 100 millions d'audience sur la. 100 millions. C'est la phase finale de League of Legends, on a 100 millions d'audience. Si je dis pas de bêtises, mais une finale de Super Bowl aux États-Unis, c'est pas aussi 100 millions? C'est à peu près la même chose. Ouais. On est à peu près au même. En même 10 ans, ça a déjà rattrapé le foot US. Ouais, tout à fait. Alors attention, il faut nuancer un petit peu cette stat-là. C'est que le Super Bowl, on est sur un match de quelques heures. Les phases finales de League of Legends, on va être sur plusieurs jours et plusieurs matchs. Nuançons, c'est quand même des beaux chiffres. Mais voilà, ça reste quelque chose de très intéressant et avec une audience qui l'est tout autant. Alors, j'imagine évidemment que de tels événements attirent maintenant massivement les marques. On en a déjà effectivement rapidement parlé avec Arnaud, mais il y a une vraie dynamique. On peut faire un parallèle avec les grands sports type foot US. Ah bah, tout à fait, et on va le voir par des marqueurs qui sont très simples. En fait, maintenant, les agences, il y a encore quelques années, maintenant il y a des agences spécialisées, mais des agences qui vendent les contrats de sponsoring pour les grandes équipes e-sport sont celles qui vendent les contrats de sponsoring pour les grandes équipes sportives. On citera par exemple Sport5 qui vend actuellement une régie officielle de 8 clubs de Ligue 1 et qui commercialise les équipes Carmine Corp qui vont apporter à Solari, donc c'est eux qui ont fait l'intégration de plusieurs grandes marques. À l'époque, pour ceux qui se souviennent, Justin Bridou chez Solari, ça va être eux. Choupa Choups chez Carmine Corp. Justin Bridou, le saucisson. Ouais, le saucisson, voilà. On parlait de non endémique, effectivement, donc c'est quelque chose qui a été fait. Et c'est d'ailleurs les premiers annonceurs non endémiques qui sont arrivés sur le secteur. Donc ça a été parfaitement dit par Arnaud auparavant avec les annonceurs très endémiques, donc équipementiers PC qui sont arrivés en tout premier. Ensuite les équipementiers périphériques et ensuite on va avoir... saucisson. Oui, donc la food et la boisson, et ensuite on va avoir d'autres marques qui découlent, l'automobile beaucoup, et maintenant beaucoup d'assurance et de banque. Et concrètement, sponsoriser une équipe, c'est sponsoriser leur maillot, avoir des pré-rolls sur les vidéos. Voilà, alors il va y avoir différents formats en fonction des packages de sponsoring, exactement de la même façon. Et alors là, on n'a pas réinventé la roue, on a vraiment copié-collé le système sportif qui existe. Et donc on va avoir différents types de livrables avec des logos maillots et des valorisations en fonction de d'où on va poser le maillot et on va poser le logo. Alors bizarrement, c'est pas la même valorisation entre l'e-sport et le sport parce que un joueur e-sportif il va être coupé au niveau des épaules, donc on va valoriser fortement la face avant comme d'habitude. Mais après c'est surtout les logos épaules ici qui sont visibles tout le temps en POV, contrairement à des logos dans le dos, etc. Pour les rugbyman ou sur les fesses pour les rugbyman, chaussons. On vous aime pour le Stade Toulousain, bien sûr. On les connaît, effectivement, qui sont très visibles. Là, c'est pas le cas.
Voilà, malheureusement dans l'e-sport, donc il y a quelques codes qui changent, mais sinon ça, c'est sur la exactement tenue du joueur, Voilà. évidemment plein d'autres Il va y formats. avoir tout l'externe, donc effectivement, activation via des réseaux sociaux sur ce qu'on appelle des OPSP, donc des joueurs qui vont arriver sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont leur faire des propre tweets. communauté, ces joueurs. Hein. Tout à fait. Et on est sur maintenant effectivement une hybridation de la star, mais comme on le voit aussi au foot, hein, Mbappé, ça reste une grande star qui peut être influenceur à lui tout seul, il part du PSG, il s'en fout, il peut vendre des contrats publicitaires sans aucun problème. Ben là, on va avoir exactement la même chose de la part de certains e-sportifs, certains y arrivent, d'autres non, ça dépend des joueurs, et ils vont arriver à créer leur propre communauté, à lancer leur propre campagne marketing. Alors ils sont accompagnés par des agences, hein, parce que c'est pas leur métier, mais ils vont pouvoir activer justement dans le cadre de leur partenariat et de leur travail dans une structure, ils vont pouvoir accompagner les partenaires de ces structures-là à engager auprès de cette communauté, à engager sur les messages commerciaux, les messages sociétaux que vont porter ces marques. Quelques mots de conclusion. Les perspectives pour le e-sport, elles sont radieuses. On sent qu'il y a une dynamique, une croissance très rapide là, depuis une dizaine d'années, et ça va peut-être un jour rattraper les grands sports qu'on a tous en tête. Alors, rattraper les grands sports, ça c'est effectivement le mot très beau, très optimiste que l'on peut avoir. Au moins, essayer de les égaler, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Bon, à très long terme, pourquoi pas. Il y a quand même quelques barrières qu'il va falloir franchir. La principale, et ça parlait de Mastercard qui accompagne le Nexus Tour, donc le Nexus Tour anciennement l'Open Tour, et ça c'est très important. Mais en fait, ça va être l'accompagnement du milieu amateur. Donc, ce que va fournir une fédération dans le sport. Donc, accompagner et financer la pratique amateur via la vente de droits. Il n'y a pas encore assez de joueurs pro, donc ça n'existe pas. Il faut faire ce travail. Ça n'existe pas, donc c'est de l'engagement de la part des joueurs qui sont absolument pas accompagnés. Formation au football. Exactement. Et donc là, c'est vraiment, on va se battre, on va participer à des compétitions, essayer de se faire détecter, et après arriver à rentrer dans des clubs de division 2, de division 1, de division 3, ça va dépendre de. En tout cas, le cercle vertueux est amorcé. Oui. Voilà, mais il faut arriver à maintenant réduire les dérives, réduire les dangers pour ces jeunes-là, parce que les jeunes joueurs, hein, on le voit, ils sont de plus en plus jeunes. Hein. On a chez Vitality un petit jeune qui a juste cartonné sur un jeu qui s'appelle Rocket League, qui s'appelle Zen. Donc, il participait à des compétitions sur lesquelles il n'avait pas le droit, selon les CGU du tournoi. À l'époque, il avait 13 ans. Ouais. Il s'est fait sortir pendant 2 ans. Il avait interdiction de jouer au jeu. Bon, il s'est entraîné sous des comptes cachés. Il arrive à 15 ans, il rentre chez Vitality, il gagne les championnats du monde. Le Mbappé du e-sport. C'est ça. Voilà. Donc voilà. Comment il s'appelle ? Donc c'est Zen. Et il vient de gagner, là, il y a quelques mois, les championnats du monde. Bon, il a perdu au Gamers 8 pour des raisons sombres et obscures que l'on ne citera pas. Mais voilà, donc il est en passe de devenir l'un des très grands porte-drapeaux français de l'e-sport, en tout cas. Et on en a d'autres. Hein. GameWard en font partie, Géo. En tout cas, on sent qu'il y a un très bel écosystème déjà en France. Merci Bruno Vicaire pour cet éclairage sur l'e-sport. Bruno Vicaire, CEO de l'agence Dashing. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va redemander peut-être à Adrien et Guillaume de venir sur scène pour un mot de conclusion. On n'a pas le temps, désolé, pour des questions-réponses, mais vous aurez le temps d'en discuter autour d'un verre. Et également à Victoire de venir sur scène. Guillaume, Adrien, très rapidement, un mot de conclusion. Très rapidement, c'est ça. Non, mais déjà un remerciement parce que la salle est presque comble, mais ça fait chaud au cœur, c'est vraiment top. On a beaucoup bossé pendant un an. Il y a aussi une invitation à venir continuer à partager. Pas que pour mettre à jour les tableaux, les lexiques, j'ai noté les nouveaux hashtags qu'il fallait rajouter et tout, mais aussi voilà pour les visites de studio, aller rencontrer, être au plus près des créateurs, des influenceurs, des studios de création, ça va vraiment donner envie pour les agences et pour les marques de découvrir un peu plus, donc voilà, la notoriété, de la performance, des KPI, mais aussi aller passer du temps, donc c'est top, merci beaucoup. Moi j'ai l'impression qu'on vit des moments un peu uniques, parce que ça y est, il y a vraiment une vraie porosité, des vraies passerelles entre le monde et l'industrie de la publicité et le monde du gaming et pour les entrepreneurs dont je fais partie, c'est formidable de créer quelque chose. Et moi, je vois les différences. J'ai créé la société en 2019. Entre 2019 et aujourd'hui, il s'est passé tellement de choses. Il y a tellement de réflexes qui ont changé et les budgets commencent à arriver. Je vois l'enthousiasme des participants de notre groupe de travail et votre enthousiasme à vous et les intervenants tout à l'heure. Vraiment, moi, je suis vraiment comblé. Je voudrais évidemment remercier comme Adrien tout le monde et aussi Véronique Piquant que je vois ici, qui a été, quand j'ai proposé de faire le groupe de travail gaming et qui a immédiatement dit oui. Je suis pas sûr que tu savais exactement ce que ça voulait dire, mais voilà, merci beaucoup. Tu maîtrises tout. Voilà, donc merci beaucoup à l'Alliance Digitale et merci beaucoup à
de nous donner autant de raisons, entre guillemets, d'espérer et de voir une industrie aussi se transformer, deux industries se transformer. Et Merci, Victoire. Un mot de conclusion, peut-être quelques perspectives sur les prochains mois? exactement, je voulais remercier aussi Le Bon Coin qui nous a permis de faire notre afterwork ici. Remercier le groupe de travail pour leur contribution sur le guide qui a été un travail quand même de longue haleine de presque 1 an. Et je voulais aussi parler Les prochains rendez-vous. des prochains rendez-vous, effectivement. Donc le 27 septembre, sera le baromètre programmatique. Il sera en live sur LinkedIn et aussi n'oubliez pas de vous inscrire très bientôt à notre forum qui sera le 30 novembre. Et un dernier petit mot pour vous en dire plus sur le groupe de travail, c'est à peu près un rendez-vous d'1 à 2 heures par mois pour élaborer, créer, construire des publications pour Alliance Digitale. Voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre Alliance Digitale. C'est ça qu'il vient vous dire, Victoire, pour ceux qui ne seraient pas encore membres. On peut remercier Victoire. Bravo à tous et à toutes. Merci. Merci aux gens qui nous ont suivis sur Internet. Je crois que le streaming a fonctionné. Merci évidemment d'être venus. Et pour vous remercier, on vous offre un excellent dîner. Un excellent dîner. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.